Maintenant, comment trouver la bonne affaire, guys? Comment trouver la bonne affaire? C'est vraiment l'un des slides qui va clôturer ce qu'on appelle la partie pré-investissement. Donc, le pré-investissement, c'est la règle à ne pas déroger. Quel type de bien je dois choisir? Quel type de location je dois faire? Est-ce que j'investis en privé et en société et quand je bascule l'une à l'autre? Et comment trouver la bonne affaire? Ce sont les 5 modules qui résument un peu le pré-investissement. Vous avez vu, on a passé beaucoup de temps sur le pré-investissement parce que c'est le plus important. Alors, comment trouver une bonne affaire? Et pourquoi on veut une bonne affaire? Je vous l'ai dit, tout le monde veut une bonne affaire pour avoir plus de revenus passifs, plus de cash flow. C'est ça les bonnes affaires, où il y a le plus de cash flow. Comme ça, on ne fait pas 10 fois la boucle de la rat race. On sort en 3, 4 fois, on est sorti de la rat race. Okay. Alors, comment trouver la bonne affaire? Ne cherchez pas. Pour trouver une bonne affaire, vous devez faire ces 4 choses, ces 4 musts. Les premiers musts, c'est visiter cinquantaine de biens, surtout si vous débutez. Vous visitez beaucoup. Ensuite, vous allez détecter si le vendeur est pressé ou si le bien a des soucis. Ou si le bien a des soucis. Et donc, vous pouvez négocier. Vous devez détecter ça pour le négocier. Troisièmement, on ne part pas la tête baissée. On calcule toujours les 3 paramètres qui nous permettent de savoir la rentabilité du bien. Donc, le calcul, premier paramètre, c'est le cash flow. Le deuxième paramètre, c'est le ROI. Le troisième paramètre, c'est le RA. Et je vais vous expliquer chacun à quoi il sert et pourquoi on le fait ça. On ne tombe pas amoureux de notre investissement, plutôt, on fait ces calculs. Et la dernière, mais qu'on ne va pas trop aborder ici, c'est plutôt voir l'immobilier en multifacette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas seulement regarder le cash flow, le ROI et le RA juste en mode rendement locatif. Mais peut-être, tu vois, avec l'urbanisme, je peux faire quelque chose en jouant avec les crédits. Par exemple, je peux faire 2 ans de crédit différé de capital parce que je fais des travaux et je finis les travaux plus tôt, comme ça j'ai des loyers qui tombent. Le cash flow est meilleur. Ou parfois peut-être diviser cet immeuble, acheter le commerce en société et revendre l'habitation, ou habiter dans une, revendre une autre, ou achat, division, revente, ou faire des options avec l'immeuble, le diviser avant de l'acheter, vendre 3 et garder 2 pour moi. Donc ça devient super intéressant, guys. Quand vous voyez l'immobilier de multifacette, vous êtes un expert de l'immobilier. Et humblement, je vous dis, je fais partie peut-être de 5 à 10 personnes dans toute la Belgique qui savent faire de l'immobilier en multifacette, qui a déjà fait tout ça, pas juste étudier tout ça. Donc, vous êtes avec quelqu'un qui peut vous expliquer ça dans les détails pour que vous deveniez aussi expert immobilier. Et quand vous faites ça, vous ouvrez ImoWeb et tous les biens sur ImoWeb, c'est des bonnes affaires. En fait, il y a des gens dans le club, ils me disent, Danny, mais en fait, à chaque fois on te présente un bien, tu me dis, si tu l'attaques via cet angle-là, c'est une bonne affaire. En fait, tous les biens sont des bonnes affaires. Je dis, bah, bravo, tu as enfin compris ce que j'ai toujours dit. Tous les biens sur ImoWeb sont des excellentes affaires. C'est juste que tu n'es pas entraîné à le voir de différents angles que la location. Mais vu qu'on est un peu en location, on va focus sur la partie location et pas multifacette. Donc, les 50 visites. Le premier must, eat, sleep, visit, repeat. Pourquoi? Pour améliorer notre vocabulaire, parce que c'est là où vous allez apprendre le vocabulaire de l'immobilier. Hier, j'ai donné des cadeaux. J'ai donné, je ne sais plus, c'est 500 ou 5 invitations, ou je ne sais plus combien d'invitations, à une valeur de 1000 euros chacune, pour les gens qui savent ce que c'est un acte de base. Et malheureusement, il y avait des gens qui se trompaient. Donc, c'est le vocabulaire immobilier. Plus votre vocabulaire est élaboré dans l'immobilier, plus vous allez faire de l'argent avec de l'immobilier. Donc, pourquoi je visite 50? Pour améliorer mon vocabulaire. 2, pour comparer les prix, parce que ça, c'est la meilleure comparaison de prix. Il ne faut pas aller sur Internet dire quel est le prix au mètre carré dans cette commune. Ça, c'est quelques statistiques que les notaires ont fait pour l'achat de résidence principale. Est-ce que toi, tu achètes une résidence principale? Non. Donc, tu dois aller visiter et comparer les prix. Deuxièmement, c'est entraîner ton œil pour éviter les vices cachés, pour que tu ne puisses pas te faire avoir. OK? Guys, même après 10 ans, et là, j'ai acheté par exemple un bien, il y avait de la mérule dedans. Bon, non, on va dire que probablement le vendeur a caché ça parce qu'il a mis des meubles qu'on ne pouvait pas y accéder et des choses comme ça. Mais
mais je dois être entraîné pour voir ce genre de choses. OK? Bon, maintenant, on est en train de réparer, tout va bien, mais, mais je suis surpris. À chaque fois, je fais moins ma due diligence et je commence à devenir un peu arrogant. Tu peux être confiant, mais pas arrogant, en mode je connais. Dès que tu dis je connais et tout, hop, l'univers, il t'envoie une belle leçon. You get it? Pour te garder humble. Donc, les 50 visites, à chaque fois, je les court-circuite, l'univers me court-circuite. Il m'envoie une surprise. Une fois, par exemple, c'était en plein été. J'ai vu qu'il y avait des radiateurs partout dans tous les appartements. J'ai vu la chaudière, mais j'avais pas pensé d'ouvrir les radiateurs pour voir s'il y a vraiment le truc. Et quand j'ai acheté et l'hiver est arrivé, tous les locataires m'ont appelé pour me dire, il n'y a pas de chauffage. Je dis, mais comment vous faisiez l'année dernière? On mettait des chauffages électriques. Et là, c'est c'est moi qui n'ai pas fait sa due diligence correctement. Je n'étais pas entraîné pour poser ce genre de questions ou mettre des clauses dans les offres pour me protéger. Donc, vraiment, visitez beaucoup de biens pour apprendre le vocabulaire, pour entraîner votre œil, pour éviter les vices cachés et comparer les prix. Et surtout, 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 vous montrez à l'univers que vous êtes, vous montrez à Dieu, vous montrez à l'intelligence infinie que vous êtes sérieux. Et lui, il va dire, et toute son armée en arrière va dire, qu'est-ce qu'il y a, chef? Je pense qu'on a quelqu'un de sérieux ici. Commencez à travailler pour lui. Et comme par hasard, les circonstances, les situations, les événements commencent à se manifester dans votre vie pour vous aider à aller plus vite à où est-ce que vous voulez. OK? Donc, on peut briser cette règle-là si vous connaissez, si vous avez déjà acheté plusieurs propriétés du même type. OK, je peux comprendre que vous n'allez pas faire 50 visites tous les ans. Deuxièmement, si vous avez une agence immobilière que vous faites confiance et ils vous trouvent des biens et ils vous appellent de temps en temps, top. Et d'autres, c'est ce qu'on appelle un peu, on a des membres du club dans le club qui visitent non-stop. On a aussi un employé qui visite non-stop et que parfois il donne des bonnes affaires aux membres dans le club. Ensuite, il existe trois façons d'acheter un bien. Soit un achat entre particuliers, soit un achat entre agences immobilières, soit des achats en vente publique. C'est ce qu'on appelle les ventes publiques volontaires et les ventes publiques forcées. Donc, il y a souvent des bonnes affaires, mais il faut être sûr avant de faire le bidding que la banque va vous suivre pour ce bien. Et c'est pas parce qu'elle vous suit à hauteur de 300 000 qu'elle va vous suivre à hauteur de 300 000 pour un bien différent de ce qu'elle a vu. Donc, chaque bien, vous devez lui envoyer le document à la banque qu'elle travaille à l'avance, sauf si vous avez assez d'argent et vous êtes sûr d'avoir le crédit. OK? Et voici les sites web. Il n'y a pas que ImoWeb. Il y a beaucoup de gens, je suis surpris que tout le monde va sur ImoWeb et ils font rien d'autre. Mais il y a ImoVlan, il y a entreparticulier.be, il y a ImoTransit, il y a deuxièmemain.be, il y a Facebook Marketplace, il y a seloger.fr, il y a Le Bon Coin en France. Donc, allez vers tout ça. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'aurais bien aimé que quelqu'un me donne cette checklist-là pour que j'entraîne mon œil. Donc, n'ayez pas honte parfois d'imprimer cette checklist. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai démarré. Parce que j'allais comme un con, j'allais m'asseoir, j'attendais l'agent immobilier et je regardais mon téléphone. Faux. Il fallait que je m'éloigne de l'autre côté de la rue et je regarde le voisinage à droite, à gauche de l'immeuble. OK, ici, il y a un vide. C'est une maison trois façades. OK. Donc, ici, je regarde la largeur de la rue. S'il y a une possibilité de stationner, je regarde la taille d'entrée des portes et je coche bien, moyen, mauvais. Porte d'entrée, est-ce qu'elle est blindée? Serrure à 2 points, 3 points, 4 points. Est-ce qu'il y a un contrôle d'accès vidéo ou c'est ancien? Ou ça marche pas? Sonnez-les pour voir. Le type de la toiture. On le verra quand on s'éloigne, on verra le type de la toiture. Ici, c'est des tuiles. Ici, on n'arrive pas à voir. Il faut s'éloigner encore plus pour voir. Donc, c'est des tuiles, l'ardoise ou d'autres types de couvertures. Il faut savoir que l'ardoise, ça coûte un peu plus cher que les tuiles. Ça nécessite des compétences techniques différentes de la tuile. L'état général du sol. Est-ce que le sol est propre? Concordance, sale, sol. Est-ce que carrelage, 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 parquet? État général des murs et du plafond. On regarde les murs, la planité des murs. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a un parking inclus dans la vente? L'état et la taille des parties communes d'un immeuble donnent une indication du prestige général de l'installation. On check la solidité aussi. On demande la date de construction du bâtiment. Si c'est antérieur à 1950, bah, regardez bien les planchers, les états de la façade et ainsi de suite.
Demandez quand s'était fait le dernier ravalement de façade, la peinture de la façade. Visitez les sous-sols avant de partir, toujours. Si c'est un bâtiment ancien, les sous-bassements constituent un élément important de la solidité. Donc, vérifie bien s'il y a des poutres pour tenir peut-être des choses. OK? L'état des façades, on met bien, mauvais, moyen. La planéité des planchers. Parfois, je suis en train de discuter avec l'agent immobilier et on descend, alors on est au même étage. Il me dit, ouais, le plancher, il est un peu incliné. Je dis un peu incliné, je suis limite dans la cave. De quoi tu me parles? À Bruxelles, souvent, des trucs comme ça. Et souvent, ce qui me rend dingue, c'est que je rentre dans les chambres, je vois que le papy, il a mis le lit à l'envers et sa tête, il est à l'envers. Ça ne m'étonne pas qu'il est rouge comme une tomate, le papy. Donc, vérifiez bien la planité des planchers. Parfois, il y a des champignons dedans qui font que ça s'incline et il y a de l'humidité et tout. On check si vous voyez un peu de la transpiration au niveau et du noir au niveau d'ici, ça veut dire c'est mal aéré ou c'est du simple vitrage. Vérifiez avec un oscillobattant que les fenêtres s'ouvrent en oscillobattant. Le nombre de fenêtres, le vis-à-vis, si on peut voir le ciel, s'il y a les présences d'espaces verts, si les fenêtres sont équipées de volets ou des rideaux. Ensuite, on check le confort thermique, le PEB ou le DPE en France. Le type de chauffage, c'est électrique, c'est eau chaude, individuelle, collective, quelle énergie? Vous devez savoir ça. Avoir la chaudière, marque, état, est-ce qu'il y a des chaudières individuelles ou une chaudière collective? Les murs, comment ils sont isolés, de l'intérieur ou de l'extérieur? Est-ce que les radiateurs, leur position, la ventilation, simple flux, double flux? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça dans les toilettes? Sinon, il y aura de la moisissure. L'aménagement intérieur, est-ce qu'il y a des espaces perdus en circulation? Est-ce qu'il y a il y a des toilettes à côté de la chambre? Ça, c'est super pour louer en colocation en Airbnb. Est-ce qu'il y a un dressing que je peux enlever et faire une chambre? Sanitaire, les équipements de la salle de bain. On regarde un peu si c'est des marques ou des choses un peu bricots. Tac, existence des fenêtres. Les robinets thermostatiques fonctionnent bien. Regardez leur état. Carrelage au sol. Idéalement, dans les toilettes, carrelage au sol, pas du bois au sol. On peut mettre du vinyle, mais idéalement du carrelage, comme ça, s'il y a des fuites, ça ne descend pas en dessous chez les voisins. Les éclairages, parfois allumés. Parfois, je rentre, j'allume le truc, je dis, c'est le deuxième étage qui s'allume. Il me dit, ah ouais, il y a ici quelque chose à faire au niveau électricité. Est-ce qu'il y a des éclairages zénithal? La cuisine, l'état de la cuisine, carrelage au sol, idéalement dans la cuisine. Branchement pour machine à laver, taille de plan de travail, placard à balai. Tous ces trucs-là, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique tout ça et demandez toujours le rapport électrique, le diagnostic électrique. Et surtout à l'urbanisme, ça c'est un document que tout le monde oublie, mais c'est différent de la France, vous n'avez peut-être pas ça en France. Mais chez nous, avant d'acheter un bien, il faut que vous soyez au courant de tout ce qui se passe urbanistiquement. Il faut toujours demander les renseignements urbanistiques pour voir s'il y a des infractions dedans. OK? Donc franchement, ça c'est le premier must. Visiter des biens et avoir entraîné votre œil. Le deuxième must pour trouver la bonne affaire, c'est il faut voir pour négocier. On négocie pas en mode marchand de tapis. On regarde si le vendeur est pressé ou le bien il a des points négatifs. Quand vous visitez un bien, il faut poser une multitude de questions à l'agent ou au propriétaire pour savoir si le vendeur est pressé ou si le bien a des points négatifs. Le bien a des points négatifs, ben, vous allez le voir en visitant, en entraînant-le. Par contre, le vendeur pourra être pressé, mais vous n'êtes pas au courant, quoi. Donc, il faut poser des bonnes questions pour savoir la raison de la vente et tout ça. Un bon investissement immobilier se fait à l'achat et pas à la revente. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps pour négocier le prix parce que la bonne affaire se fait à l'achat et pas une fois je l'achète. Bah, après, on pourra la rendre une bonne affaire après, mais vous devez commencer à négocier depuis le début. Ça, je suis peut-être pas d'accord avec ça. Un bon investissement immobilier se fait à l'achat et pas à la revente. En fait, on peut toujours améliorer un bien immobilier et le revendre après. Je vais changer cette phrase. Ça, c'est Kiyosaki qui dit ça. Good. On va voir pour les questions un peu plus tard. Alors, comment on peut savoir si le vendeur est pressé ou si le bien a des points négatifs? Donc, en fait, il y a 12 paramètres qui nous permettent de faciliter de voir ça. Lesquels?
Par exemple, si le gars, il vous dit, je pars à l'étranger, bah, automatiquement, surtout s'il part dans un pays très loin, il a trouvé un nouveau boulot et tout, il veut en finir. Il est prêt peut-être à perdre quelques dizaines de milliers. Il s'en fout parce qu'en un mois, il les récupère avec son nouveau salaire à l'étranger. Est-ce qu'il y a des travaux? Ça, c'est un. Alors, ce qui se passe, c'est que je pose ces questions-là et j'essaye de savoir, plus il y a des oui, plus ça veut dire une ampoule qui s'allume. Si vous arrivez à allumer 12 ampoules, vous avez une méga affaire ici. Donc, si le gars part à l'étranger, c'est une ampoule qui s'allume. Si le bien nécessite beaucoup de travaux, il y a une ampoule très lumineuse. S'il y a des infractions urbanistiques, personne ne veut des biens à des travaux et des infractions urbanistiques parce que la plupart des investisseurs, c'est des gens comme vous qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'aller faire des 8 mois va-et-vient à la commune pour régulariser et faire des travaux pendant un an. Donc, ils vont passer à côté. Mais nous, on aime ce genre de choses. Plus il y a des ampoules qui s'allument, plus on va négocier le prix vers le bas. En fait, plus il y a des ampoules qui s'allument, plus vous pouvez négocier le prix vers le bas. Est-ce que la personne est malade, cancer, il va se décéder? Malheureusement, il est pressé. Est-ce que le bien est détenu en personne physique ou société? Donc moi, ce que je fais ici, pendant que je visite, je dis, by the way, si tu as le bien en société, je préfère t'acheter les parts en société. En fait, je pose cette question. Je n'ai pas envie d'acheter les parts de la société. J'ai envie de poser cette question pour savoir s'il détient le bien en personne physique ou en société. Mais je lui pose la question en mode, si le bien est en société, je peux t'acheter les parts de la société, comme ça tu as net pour toi d'impôt. Euh, il dit, non, 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 je l'ai en privé, quoi. Ah oui, depuis très longtemps. Et je pose là la question, depuis très longtemps. Ah bah oui, là, je l'ai depuis 15 ans. Et je rebondis directement. Et d'ailleurs, tous les locataires payent ici, il n'y a pas de souci, humidité ou quelque chose. Je change directement le sujet. Et voilà, j'ai obtenu ce qui m'intéresse en mode, il l'a en personne physique et depuis 15 ans. Ça veut dire il a remboursé presque largement le crédit. Il y a une marge un peu à négocier. Ou quand il va vendre, c'est net d'impôt. Il n'y aura pas de taxation. Donc, je sais qu'il y a une petite marge un peu à négocier. Donc, c'est une ampoule qui s'allume. Le PEB, si le PEB est faible, et on peut lui dire, écoute, les banques ne prêtent plus facilement de l'argent pour les sociétés, pour les biens immobiliers ou PEB faibles. Et puis, bientôt, je vais devoir faire énormément de travaux pour améliorer le PEB ou la DPE. Le temps sur le marché. Alors, si ça fait longtemps qu'il est sur le marché, j'aime bien ça et je vais visiter. J'aime pas souvent aller trop tôt sur le bien parce qu'il y a toujours 10, 15 personnes qui sont en train de visiter et ils commencent à faire un petit peu ce qu'on appelle un peu euh, les surenchères. Moi, j'aime bien quand il est fatigué, l'agent immobilier, il a fait au moins 15, 20 visites. J'arrive et là, je lui propose une offre, sans clause suspensive, et ça peut passer. Donc ça, c'est un point pour négocier. Si les gens se séparent, si l'année de construction, il est depuis plus de 1950, avant, ben vous savez que c'est des anciens biens et que ça nécessite des rafraîchissements et des rénovations régulières. Donc ça, on peut négocier. Si les gens se séparent, comment on le sait? Vous rentrez dans la maison, vous sentez la tension directe. Vous dites, bonjour madame, elle dit bonjour et elle est énervée. Ou bonjour monsieur, bonjour. Et tu les vois un peu en train de se suivre avec toi pour te faire visiter. Il n'y a une seule personne qui parle. Si c'est un héritage, c'est-à-dire s'il y a un décès et les enfants n'ont pas les 30% à débourser, ils vendent le bien. L'année d'achat, quand est-ce que vous l'avez acheté? Et ça, c'est intéressant. Si je sais qu'il l'a depuis plus de 20, 25 ans, je sais qu'il l'a acheté en francs belges. Et ça veut dire il va toujours reconvertir en francs belges quand je vais lui faire l'offre. Donc, je fais une offre un peu basse. Lui, il a reconverti en francs belges. Je dis, waouh, c'est énorme. Et parfois, ils acceptent. Parce ils vont la vendre de double, peut-être, probablement, le prix. Le PEB est faible. Oh, ça, on l'a dit ici. Donc, performance énergie bâtiment, PEB faible. Donc, voici les points un peu qui me permettent de négocier les prix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, c'est 11 barres. OK, je voulais expliquer un peu tout ça ici. Mais si vous voyez que des ampoules qui s'allument, très bien, vous les notez. Par exemple, vous avez fait 50 visites, good, la loi d'attraction est activée. Vous savez que l'univers ne fait jamais les choses contre vous, il le fait pour vous. Vous maîtrisez le vocabulaire. Vous avez détecté qu'il y a 7 ampoules qui s'allument. Waouh, énorme, 7 ampoules qui s'allument.
Maintenant, OK, je reviens chez moi et c'est comme ça que je fais. Je calcule le cash flow, le ROI et le RA. Le cash flow, le ROI et le RA. Le cash flow, vous savez comment on le calcule? Tout ce qui entre moins tout ce qui sort. OK? Tout ce qui entre moins tout ce qui sort doit être positif. Ça vous permet de savoir qu'est-ce que ça veut dire le cash flow, à quoi il sert. Il sert à savoir qu'est-ce qui rentre dans ma poche tous les mois et qu'est-ce qui sort de ma poche tous les mois. Vous avez compris? Le cash flow, c'est ce qui rentre dans ma poche tous les mois, ce qui sort de ma poche tous les mois. Et attention, deux choses. Pour éviter le L sur le front, je ne veux pas que les entrées soient Airbnb. Vous me dites, ah non, Danny, j'ai un cash flow positif, mais on est Airbnb. Je te dis, reviens en colocation ou reviens en location classique. Si tu bascules dans le négatif, tu as un cash flow négatif. J'accepte la colocation, mais pas le Airbnb. Ne base pas ton calcul de cash flow sur le Airbnb. Tu peux le faire sur la location classique ou sur la colocation, mais pas sur le Airbnb. Et les sorties, attention, je n'accepte pas les crédits bullet. Il faut que ça soit avec un crédit classique que tu sois positif. Et souvent, mes confrères un peu en Belgique, ils ramènent des gens, ils leur disent achetez, achetez des biens en bullet, vous vous en foutez, vous vendez dans 5 ans. S'il y a une crise dans 5 ans, ils se cassent la gueule. Bon, il n'y a jamais eu de crise depuis plus de 25 ans en Belgique parce qu'il n'y a pas de spéculation chez nous, ce qui est bien, mais on ne joue pas comme ça à la spéculation. Donc, on vérifie qu'avec souvent ce que je fais, je regarde le crédit avec le gars. OK, tu veux faire du crédit bullet, ça va. Mais si tu reviens en crédit classique, est-ce que tu restes cash flow positif? Si la réponse est oui, j'accepte, tu commences à accepter un peu le bullet parce que tu vas le revendre dans 5-10 ans. Vous comprenez? Donc, crédit classique et colocation élevée. Ça, c'est la première chose. Ça me permet de savoir ce qui rentre dans ma poche tous les mois. Le RA, le RA, c'est vous mettez l'apport que vous avez mis sur la table divisé par le cash flow que vous avez calculé là-haut, multiplié par 12 pour dire par an. Donc, si vous avez mis un apport de 100 000 et vous avez un cash flow annuel de 10 000, ben votre RA égale à 10 ans. Donc, RA 10 ans, ça veut dire vous allez récupérer votre argent que vous avez mis sur la table dans les 10 ans. Ça, c'est Robert Kiyosaki qui m'a appris ce paramètre-là. Il me l'a appris en mode ROM, Return on My Money. Return on My Money. Et le ROM de Robert Kiyosaki, il met le cash flow annuel, il met le cash flow, le dénominateur au numérateur, et l'apport personnel, il le met en bas. Ça veut dire si tu mets zéro apport et tu achètes un bien, tu as un ROM infini ou tu as un RA égal à zéro. Si tu as zéro apport, tu as acheté un bien sans mettre un apport, jackpot. Et le but, c'est d'arriver entre 5 à 6 ans. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais tout ce qui est en dessous de 10 ans, c'est déjà bien. Vous récupérez votre argent en dessous de 10 ans. Et en fait, comment tu peux améliorer? Ben, tu améliores le cash flow, tu fais de la colocation ou tu réduis ton apport personnel. Si souvent les gens que j'accompagne qui sont déjà des biens immobiliers, ben, j'analyse leurs biens avant qu'ils rentrent dans le club. Ils ont des RA à 10, 15. Ben, la banque, elle abuse. Elles savent qu'ils ont beaucoup d'argent à gagner. Elle leur demande de mettre plus d'apport. Et ben moi, je les apprends à mettre le minimum d'apport possible pour qu'ils puissent arriver à un RA 5 à 7 ans. Et parfois moins. Et puis, je les aide à améliorer leur cash flow. Comme ça, en 2, 3 ans, ils peuvent récupérer l'argent qu'ils ont mis sur la table. Donc, ça sert à ça le RA. En combien d'années je récupère l'argent que j'ai mis sur la table. Et le ROI, c'est le loyer annuel divisé par le prix d'achat de la maison. Bon, on enlève les frais de notaire et les travaux. Vous pouvez les garder, mais pour simplifier, moi, j'aime bien utiliser ces deux-là. Le loyer par le prix d'achat. Donc, à quoi ça sert le ROI d'elle? Le ROI, à quoi il sert? À chaque fois que je pose la question, personne ne sait répondre pendant le séminaire. C'est, le ROI, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est le loyer divisé sur le prix d'achat? Nulle part, c'est écrit combien je rembourse à la banque, tu vois. Donc, c'est un chiffre. Qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça, c'est le chiffre, le ROI, ce que tous les gens dans l'immobilier, ils l'utilisent
pour savoir un petit peu, parce que là, c'est pas le retour sur investissement. Tu sais pas combien ils ont mis d'apport, tu sais pas combien ils ont pris de crédit, tu sais pas combien ont investi. Donc, c'est c'est un paramètre qui me permet d'ajuster le prix. En fait, ce ROI, il m'aide à dire combien de prix je dois mettre pour faire l'offre. Donc, je reviens, je calcule le cash flow, le ROI et le RA. Le cash flow me permet de savoir combien d'argent va rester dans ma poche. Le RA, en combien de temps je vais récupérer mon argent que j'ai mis sur la table. Et le ROI, j'ajuste le prix pour que j'ai un ROI. En fait, le ROI sert à comparer tout ce que tu as visité. Le ROI du premier bien égale 7. Le ROI du deuxième bien égale 8%. Le ROI, c'est 5%. Le ROI du cinquième, il est à 6,5. Le ROI du 20e, il est à 12. Eh bien, je les compare et ensuite, j'ajuste le prix. Je baisse le prix en fonction du nombre d'ampoules qui s'allument là-haut. Si j'ai 7 ampoules allumées tout à l'heure, j'ai dit, bah tiens, je vais baisser le prix de 20%. Il est à 100, bah je propose un prix à 80. Et je recalcule mon ROI et je trouve que mon ROI, avec 80 000, c'est supérieur à tous les autres ROI que j'ai pu visiter. Et c'est comme ça que je fais mon offre. Et je l'envoie. Et j'envoie mon offre et il faut qu'ils disent non. Si tu dis oui tout de suite, ça veut dire que tu l'as mis tellement haute. Donc, tu fais une offre basse, tu as un non, peut-être probablement tu auras une contre-proposition, sinon tu reviens et tu fais une deuxième offre et tu montes tout doucement pour arriver à un oui. Tu got it? Mais si tu dis oui, si tu as un oui tout de suite, ça veut dire que tu es allé trop haut. You got it? Voici à quoi ça sert un petit peu le calcul de cash flow ROI RA. Donc ici, par exemple, vous achetez un bien à 350 000, les frais de notaire 52 000, vous avez mis un apport de temps, le loyer il est de 2008, les mensualités de crédit 1341, l'assurance par mois 90 et le précompte immobilier par mois 235. Calculez le cash flow. Tout ce qui rentre moins tout ce qui sort. Le loyer qui rentre moins ce qui sort. J'ai un cash flow de 1134, jackpot. Le ROI, loyer annuel divisé par le prix de la maison. Ici, j'ai mis les frais de notaire et les travaux. Mais enlevant ça, vous aurez un ROI 8,3%. Mais il sert juste à comparer avec d'autres biens, le ROI, et à ajuster le prix de la maison. OK? Comparer ce qui est comparable. Ça veut dire, si vous faites le calcul, le loyer divisé par le prix, ben, comparez tous les autres biens, loyer divisé par le prix. Pas un loyer avec les frais de notaire et d'autres avec travaux et tout. C'est juste pour comparer et pour ajuster les prix. C'est à ça que ça sert le RA. Le RA, c'est combien j'ai mis d'apport divisé par le cash flow en combien d'années. En 6 ans, je récupère. Est-ce une bonne affaire? Oui, une bonne affaire ici. OK? Donc, je vous donne d'autres exemples aussi et je vous laisse les calculer vous-même. Cash flow, ROI, RA et vous avez les réponses ici. Cash flow, ROI, RA, vous avez les réponses ici. Cash flow, ROI, RA, vous avez les réponses ici. Et ça, c'est le meilleur exercice. Je vais montrer la location classique. Qu'est-ce que ça change sur le cash flow, le ROI et le RA? Si vous mettez en colocation, ça veut dire que vous avez 1005. Qu'est-ce que ça change sur le cash flow, le ROI, RA? Et si vous mettez en location saisonnière, vous avez 2600. Qu'est-ce que ça change sur votre cash flow, ROI, RA? Et vous avez les réponses en bas. En bas, par exemple, le cash flow, il est 130 ici. Celui-ci, il est à 630. Et celui-ci, il est à la 1494. Vous voyez un peu la différence? Là, je vous montre un peu la stratégie de location, son impact sur le cash flow ROI-RA. Et ça, vous devez le faire pour comprendre. Je peux vous le dire, moi, à l'oral ici, mais je veux que vous compreniez ce que ça veut dire le cash flow ROI-RA, pas juste des paramètres en calcul. Et mes chers amis, ce que je vais vous offrir aussi en plus, imaginons vous achetez par exemple, vous achetez un bien à 350 000. OK? Vous voyez ici, une bonne affaire se fait à l'achat et pas à la revente. Il n'y a pas d'émotion. On calcule le cash flow ROI. Donc ici, vous avez juste à remplir ces trucs-là. Vous achetez le bien à 350. Combien le montant que vous allez emprunter?
Imaginons que vous avez réussi à emprunter 100% et vous avez juste mis 15% du prix du bien. Vous avez mis juste les frais de notaire. Le taux d'intérêt annuel, il est à 3% maintenant sur 25 ans. Juste vous faites ça, vous n'avez même pas besoin de... Voilà. Et vous regardez la mensualité de crédit. Ben, ça, c'est un outil qui me permet de savoir combien je dois payer à la banque, à peu près 1700. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste dire quel est le montant que vous allez emprunter. Et 3%, voilà, 1600 sur 25 ans. Et si je le fais sur 20 ans, ça devient 1009. Vous voyez, si je le fais sur 30 ans, waouh, je gagne presque 500 euros par mois de cash flow entre 20 et 30 ans. Vous voyez? Donc, je simule un peu avec ça. Et je peux jouer aussi avec les taux d'intérêt. Ici, 3, imaginons c'est 4. Ouh, ça monte de 200. Imagine c'est 2,3, c'est 1005. Imagine c'est 2, c'est 1488. Vous voyez? Donc 3% ou 2,5%. 350 000 chats et l'apport est de 52. Maintenant, comment on calcule le cash flow ROI RAA? Ben, on va ici. Le loyer mensuel perçu, ben, en fait, c'est, disons, c'est 6 chambres. Chaque chambre, je l'ai loué en colocation à 500 euros, donc ça fait 3000. Le précompte immobilier, il est de 1200 par an. L'assurance incendie, je paye une assurance, mon courtier me l'a fait à 1000. Je trouve que c'est cher. C'est toujours cher en fait, les courtiers. Frais de ménage mensuel, je fais 200 euros de ménage mensuel. Électricité, gaz, bah, c'est pas moi qui paye, c'est eux. Euh, des travaux, des petites réparations, allez, 100 euros par mois. Et je fais une assurance solde restant dû. Mon cash flow est de 871. Mon ROI, c'est le loyer divisé par le prix du bien plus les frais de notaire ici. C'est 8,94. Le RA, c'est en 5 ans. OK. Et si j'ai une chambre qui n'est pas louée, j'ai que 5 chambres louées. Good. Si j'ai 5 chambres louées, mon cash flow, il reste quand même positif. Le ROI, il est 7, mais il me faut 12 ans maintenant pour récupérer mon argent. Vous voyez un peu? Donc ça, ces outils, c'est pour vous, pour jouer avec. Mais d'abord, apprenez à calculer ça par vous-même. Et ici, je vous ai montré le tableau d'amortissement. Vous voyez que vous allez rembourser une mensualité fixe. Ce que vous voyez un peu, le jaune ici, c'est la partie capitale et le rouge, c'est la partie intérêt. Et vous voyez que le rouge baisse ici. Tous les mois, vous payez moins d'intérêt, moins d'intérêt et le capital plus grand. Ici, par exemple, vous payez ça d'intérêt et ça de capital. Ici, vous payez ça de capital et peu d'intérêt. Et ce que vous avez ici, voilà, vous avez 350 000. Vous voyez exactement votre mensualité de crédit de combien? La mensualité de crédit, vous payez 1570 tous les mois. Il y a une partie capitale et une partie intérêt. Et vous voyez comment le capital augmente et les intérêts baissent au fur et à mesure. C'est ce qu'on a vu un peu sur ici. Les intérêts baissent en rouge et le capital augmente. OK? Donc ça, vous avez ces outils-là. Vous pouvez l'utiliser, jouer et jongler avec. C'est un cadeau pour vous, guys. Merci, Dani. Go. Euh, donc, vous voyez comment on fait? Je vous ai dit. On revient un peu à là. Donc, comment trouver la bonne affaire? Je visite. La chance va s'ouvrir à moi. Je vois combien d'ampoules il y en a. Et je vous ai dit ce que je fais. Je négocie même pas en mode marchand de tapis. Je reviens chez moi. Je compte le nombre d'ampoules qui sont allumées. Je calcule le cash flow ROI RA et j'ajuste le prix pour que ça soit le meilleur ROI de tout ce que j'ai pu visiter dans la région. Je le compare avec les biens même type dans la région. Et je veux qu'ils me disent non au début. Après, je rajoute. Et je calcule ça et je refais une deuxième. OK? Et c'est comme ça qu'on fait des achats pour les biens locatifs. Maintenant, le multifacette, je vous ai dit, si vous avez ça et vous voyez l'immobilier en multifacette,
Il n'y a que des bonnes affaires, guys. Il n'y a que des bonnes affaires. OK, good.